Nous allons accorder 20 minutes au récipiendaire pour qu'il nous donne la quintessence de son travail. Et à la fin, le jury procédera par un jeu de questions-réponses. Chaque membre aura un nombre de minutes bien déterminé, 5 minutes, et le récipiendaire va répliquer aussi en 5 minutes, de telle sorte que avant 2 heures du temps, soit à midi, que le travail puisse être sanctionné par une décision du jury. Voilà comment se déroulera cette séance académique. Sans plus tarder, le jury accorde la parole au récipiendaire et... Vous m'accordez la parole, Monsieur le Président de séance. Et avant de commencer notre propos, nous devons nous acquitter d'un devoir d'ordre moral qui est celui de remercier tous les membres du jury ici présents qui sont venus pour nous examiner concernant notre mémoire de DSDA. Et cela démontre l'importance qu'il attache à la formation universitaire. Ce travail que nous présentons à ce jour s'intitule « La protection du créancier hypothécaire contre les solvabilités du débiteur en droit congolais ». De quoi il est question et quelle est la question principale qui se pose dans notre travail. Le sujet traité est un sujet vivant au cœur des préoccupations des relations contractuelles entre l'établissement du crédit et le commerçant qui est en train toujours de chercher les crédits pour financer ses activités d'ordre professionnel. Cela étant, et nous, très souvent, depuis que le commerce existe et se développe, l'idée d'emprunter et de prêter n'a jamais quitté dans la conscience des hommes d'affaires. Le créancier qui consent un crédit, mais qui ne reçoit pas son dû immédiatement pour le risque de ne pas être payé à l'échéance par son débiteur. Cette situation oblige les créanciers à chercher les moyens de garantie de sa créance afin d'être payé à tout prix pour briser les résistances du débiteur. Mais nous savons que dans le monde actuel, et l'importance des sûretés, en l'occurrence de l'hypothèque, n'est pas démontrée. Sans sûreté, en l'occurrence l'hypothèque, il n'y a pas de crédit. Sans crédit, il n'y a pas l'économie moderne. Alors, le crédit est nécessaire dans le développement des entreprises individuelles ainsi que des entreprises sociétales. Alors, nous devons relever à ce niveau que depuis que la République démocratique du Congo a ratifié le traité de Ouagadougou, les actes uniformes sont devenus une partie intégrante du droit congolais. Alors, nous savons qu'avant la ratification, en droit congolais, les créanciers hypothécaires disposaient qu'un seul mode de réalisation d'hypothèque qui est la procédure de saisie immobilière. Mais avec l'avènement de Ouagadougou, ils disposent pour le moment 3 options, c'est-à-dire 3 facultés pour procéder à la réalisation de l'hypothèque qui garantit sa créance. Il peut utiliser soit la procédure de saisie immobilière, soit l'attribution judiciaire, soit l'attribution conventionnelle. Et quelles sont les hypothèses de ce travail? Alors, nous avons pensé
que nous devons beaucoup plus chercher à examiner ces deux derniers modes de réalisation de l'hypothèque dont on a tant inventé. Et pour y parvenir, nous devons nous poser une question principale qui est celle de savoir si l'attribution judiciaire et l'attribution conventionnelle peuvent-elles offrir les paiements aux créanciers au moyen de transfert de propriété sans conflit. Et si en cas deuxième caution secondaire qui peut s'ajouter, est-ce que s'il en est ainsi, et en présence de plusieurs créanciers, et si le créancier qui a initié la procédure est désintéressé, les soldes qui est versé, est-ce que peuvent-ils désintéresser tous les autres créanciers? Ce sont ce genre de questions que nous allons résoudre dans ce travail. Et pour y parvenir, nous devons recourir à une méthode juridique qui consiste à examiner, à expliquer, à interpréter les dispositions d'ordre juridique qui régissent la matière. Alors, pour le plan de notre travail, le travail est subdivisé en deux parties. La première partie s'attache à décrire les fondements de la protection du créancier contre l'insolvabilité du débiteur, et la deuxième partie est consacrée au mécanisme de protection de la protection du créancier contre l'insolvabilité du débiteur. Alors, c'est ça le plan que nous allons développer tout à l'heure dans le cadre du développement de notre travail. Et nous savons bien que nous n'allons pas nous retarder beaucoup plus sur la première partie parce qu'elle est consacrée à des discussions d'ordre théorique. Alors, mais nous pouvons dire quelques mots à propos des fondements de la protection du créancier hypothécaire contre le débiteur en droit congolais. Et ces parties comportent principalement deux titres. La première titre est consacré à l'hypothèque comme outil de garantie du crédit, garantie de paiement du crédit, pour prétendre avoir une garantie. Enfin, si par conséquent, les créanciers et les débiteurs ne s'acquittent pas à la fin de l'échéance, les créanciers ont toujours l'habitude de s'entourer des mesures de garantie, en l'occurrence l'hypothèque. Et l'hypothèque doit être régulièrement constituée comme tout contrat parce que l'hypothèque est un contrat et doit aussi être inscrite au registre du commerce pour avoir un rang utile si on est en présence de plusieurs créanciers. Et la qualité des parties au contrat d'hypothèque doit être déterminée. Nous savons qu'il s'agit de contrats à prêt d'argent, qui est un contrat professionnel, qui est souvent conclu entre l'établissement du crédit et le commerçant qui est à la quête des moyens pour financer ses activités commerciales ou bien industrielles ou bien professionnelles. Alors, nous n'allons pas beaucoup se retarder là-dessus. Nous devons passer à la deuxième partie intitulée « Les mécanismes de protection des créanciers hypothécaires contre les débiteurs en droit congolais ». Et dans ces parties, nous avons envisagé d'aborder des aspects très importants qui sont, nous avons abordé en premier lieu les droits actuels qui régissent cette matière de l'ECA-LATA. Alors, et deuxième titre, nous allons aborder les perspectives d'avenir pour la réforme de ces droits-là que nous venons d'annoncer, qui est le droit actuel qui régisse la matière par rapport à notre législation actuelle. En ce qui concerne les premiers titres, nous avons cherché à épingler certaines difficultés et certaines confusions qui se sont présentées par les modes de réalisation d'hypothèques, entre autres la
l'attribution judiciaire et l'attribution conventionnelle. Parce que dans la pratique, il y a une confusion qui règne et on confond souvent la dation en paiement et l'attribution en propriété pour le paiement d'une créance. Nous avons relevé dans le travail que la dation en paiement est un mode d'extinction des obligations qui est régi par l'article 133 du Code civil livre 3. Et pourtant, l'attribution judiciaire et l'attribution conventionnelle sont des modes de réalisation nouveaux institués par le droit OHADA, en l'occurrence l'acte uniforme portant l'organisation des sûretés en ses articles 198 et 199. Alors, pour prétendre exercer ces facultés-là, les députés qui est en difficulté d'être payé, il doit réunir certaines conditions. Entre autres, si on pouvait procéder par chaque catégorie de l'attribution en propriété, on pouvait prendre le cas de l'attribution judiciaire. Pour l'attribution judiciaire, il y a 3 conditions qui sont posées. La première, c'est laquelle il faut que le créancier n'ait pas envisagé au départ d'entamer, de déclencher la procédure de saisie immobilière. S'il envisage de le faire, il ne pouvait plus avoir aussi le droit d'exercer l'attribution judiciaire. À ce moment-là, c'est la première condition. Et il y a des instructions que le législateur a imposées aussi aux créanciers. L'immeuble hypothéqué ou bien l'immeuble crévé ne doit pas être un immeuble à une résidence principale du débiteur. Pour des raisons que nous connaissons, c'est parce que le constituant doit être à tout prix protégé. La famille ne peut pas subir un drame pour se voir un jour décrépir pour des raisons d'exécution de l'hypothèque. Et la troisième condition imposée par le législateur, il faut que la défaillance du débiteur soit constatée, soit établie. Et aussi, il faut que la créance en soi soit liquide, soit certaine et soit exigible. Alors, je pense que si ces conditions sont réunies, le créancier peut saisir le tribunal en demande d'attribution de l'immeuble hypothéqué. Je passe à la deuxième catégorie qui est l'attribution judiciaire qui se fait par les pactes promissoires. C'est une convention que les créanciers concluent avec le débiteur soit lors de la constitution du contrat d'hypothèque ou bien soit postérieurement par un avenant, de manière que si la défaillance des débiteurs est constatée et que la créance est exigible et qu'il y a une mise en demeure, dans 30 jours, si les débiteur ne s'exécutent pas à ce moment-là, les débiteurs et les créanciers peuvent devenir automatiquement propriétaires de l'immeuble hypothéqué. Et concernant la saisie immobilière tant décriée par la pratique pour ses inconvénients et notamment sa longueur et sa lourdeur et pour ses résultats aléatoires, nous ne pouvons pas se retarder là-dessus parce que c'est une longue procédure qui est très complexe jusqu'à ce jour, mais pour les praticiens aussi. Et alors les résultats sont toujours hypothétiques. Alors je passe au deuxième titre plutôt, qui est consacré aux perspectives d'avenir pour la réforme du droit de la protection du créancier hypothécaire contre l'insolvabilité du débiteur. Dans ces titres, nous avons procédé d'abord à relever les insuffisances que comportent les règles juridiques qui régissent la matière, et particulièrement la matière concernant l'attribution judiciaire et l'attribution conventionnelle. Dans
dans notre démarche, nous avons constaté, quand nous avons essayé de prendre la loi et de l'analyser, nous avons compris qu'il y a eu 3 problèmes qui se posaient principalement. Les premiers problèmes qui se posaient, que nous avons qualifiés comme les lacunes, ou bien les imperfections, ou bien les insuffisances des dispositions d'ordre, dispositions qui régissent cette matière-là, contenues dans la loi, nous avons constaté qu'il y a eu un problème d'incohérence de la part du législateur quand il a utilisé pour les 2 articles qui se complètent, l'article 198 et 199, il a utilisé, pour le premier article, il a utilisé l'expression résidence principale. Pour le deuxième texte de l'article 199, il a utilisé l'immeuble à l'usage d'habitation. Nous avons compris qu'il y a eu vraiment une paresse ou bien quelque chose de ce genre, parce que le législateur, avant tout, il doit respecter les règles du jeu. C'est-à-dire, il doit respecter avant tout les règles légitimes pour bien faire des choses, parce qu'il doit connaître en principe les vocabulaires ou bien avoir les lexiques des termes qui peuvent être utilisés pour ne pas soumettre aux praticiens du droit ou bien à quiconque ou bien aux créanciers en difficulté pour comprendre certains termes. Alors ces termes-là sont presque synonymes dans la pratique, mais nous ne savons pas qu'il n'y a pas la cohérence, et les textes de loi, l'article n'est pas un tout isolé. Tous les articles dépendent des formes un tout. C'est-à-dire qu'ils devaient tenir compte de l'article précédent et de l'article suivant pour utiliser les termes. Comment expliquer il est arrivé à choisir cette expression-là dans le premier article que nous avons épinglé, 198, pour utiliser le terme résidence principale, et d'emblée, dans l'article suivant, il utilise l'expression l'immeuble à l'usage d'habitation. Nous avons trouvé que cela n'était pas normal. Ce sont ce que nous avons qualifiés comme les difficultés, comme les imperfections, comme les lacunes qu'il faut combler. C'est pourquoi une réforme est envisageable pour cet inconvénient-là. Alors, en deuxième lieu, nous avons relevé aussi une certaine insuffisance dans les règles, dans le sens que quand on a lu ces mêmes articles, parce que ce sont les mêmes articles qui nous ont servi à analyser notre travail, nous avons trouvé que la faculté d'exercer l'attribution judiciaire, soit l'attribution conventionnelle, n'est pas établie pour une catégorie de créanciers si on est en présence de plusieurs créanciers. N'importe quel créancier, s'il est de rang inférieur ou bien de rang utile, il peut l'utiliser. Mais quand deviendra-t-il le sort des autres si par conséquent, après avoir l'évaluation de l'immeuble hypothéqué et que les soldes versés par les créanciers n'arrivent pas à désintéresser les autres créanciers, il y a un problème. Et aussi, là, les conflits sont ouverts. Les conflits sont ouverts parce que l'attribution judiciaire, soit l'attribution conventionnelle, ne valent pas la purge hypothèque. Il y a un problème de droit. Alors, mais maintenant, il y a un deuxième problème aussi qui peut se poser dans le contexte même, c'est lequel? C'est le problème de créancier utile qui vient à l'ordre utile, qui, s'il n'est pas payé, il peut exercer son droit de suite sur l'immeuble. D'ailleurs, on constate que ces modes de prêt, ces modes de réalisation d'hypothèque ne nous offrent pas un bon exercice de droit pour arriver à être payé. Ils peuvent avoir beaucoup de difficultés. Alors, maintenant, le troisième problème, nous avons relevé le problème de l'évaluation par un expert d'un immeuble hypothéqué. Et en lisant bien les tests, on comprend que les législateur envisage qu'une seule hypothèse, c'est laquelle? Que l'immeuble peut être évalué qu'au moment de la réalisation et non pas au moment de la construction d'hypothèque.
Mais il peut s'avérer qu'au moment de réalisation de l'hypothèque, comme le droit au ADA permet aux constituants ou bien aux débiteurs de constituer plusieurs hypothèques sur un même immeuble, mais alors à ce moment-là, il y aura des difficultés pour que les autres créanciers soient payés. Il faut une évaluation a priori et non pas a posteriori lors de la constitution, lors de l'inscription de l'hypothèque. Pour terminer, nous devons donner les solutions envisagées, c'est-à-dire les propositions et des solutions que nous avons envisagées. Compte tenu de toutes ces difficultés, de toutes les insuffisances, une réforme s'impose pour arriver à rendre tous ces moyens efficaces pour que les créanciers puissent arriver à obtenir les paiements. Et alors, nous avons dit qu'à la place des termes, à la place de l'expression résidence principale, à l'usage d'habitation, on pouvait utiliser bien les termes résidence comme le droit les prévoit, parce que ce sont des matières qui relèvent des droits civils des personnes, ou bien l'immeuble non professionnel. Et pour d'autres cas, il y a des solutions que nous avons proposées. Il faut une évaluation a priori et non pas a posteriori pour permettre à chaque créancier de connaître s'il y aura une réalisation qu'il aura son dit. Et je crois avoir terminé pour rester dans le temps. Je dis et je vous remercie. Ces échanges interfacultaires dans notre discipline, en tout cas, a pris vraiment de l'ampleur. Et je remercie beaucoup le professeur Bakandeja d'ailleurs, qui est d'ailleurs le promoteur de ce mémoire, parce que plus d'une fois, nous nous sommes retrouvés, nous aussi de l'autre côté à la faculté des sciences économiques, où je suis. Donc je suis le professeur de droit des affaires en face, voilà. C'est comme ça que chaque fois qu'il y a des mémoires concernant le domaine qui est le nôtre avec le professeur Bakandeja, en tout cas nous nous retrouvons toujours dans le même jury et je l'en remercie sincèrement. Merci beaucoup, professeur. Et que dire que cette matière qui nous réunit autour de cette table aujourd'hui, je retrouve des éminents professeurs de cette grande discipline que le droit des affaires, qui a été consacrée par l'OADA, je dois dire. Et ça a intéressé notre récipiendaire, que de dire, lorsque j'ai lu votre travail, j'ai vu que vous avez résumé la substance de votre recherche en disant, en deux parties, vous dites, vous dressez d'abord des fondements traditionnels, cette protection du créancier hypothécaire. Et ça, c'est vraiment une description, c'est vrai, vous avez bien enrichi votre description par rapport à votre recherche documentaire. Vous l'avez bien dit que c'était de la pure recherche documentaire. Mais je pense que ce qui m'a le plus intéressé, c'est la seconde partie. La seconde partie de votre travail où vous subdivisez d'ailleurs la partie dans ce que vous appelez de lege lata et de lege ferenda. Et je crois que par rapport à aux juristes que nous sommes, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas de la lata, mais de ferenda. Donc, entendu que c'est la recherche, qu'est-ce que vous proposez, que ce soit fait par rapport aux insuffisances que vous relevez. En résumé, c'est ça un peu votre travail. Donc vous avez décrit l'hypothèque traditionnelle, qui est la sûreté traditionnellement accordée à un créancier comme une banque, comme vous le dites. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est que qu'est-ce que vous proposez, vous, par rapport à ce qui est écrit. Et je vous remercie quand même, je vous félicite parce que j'ai vu que vous avez passé 9 ans sur ce sujet. 9 ans de recherche documentaire, c'est quand même très fourni, professeur. Vous l'avez encadré pendant 9 ans. En tout cas, c'est très choquant parce qu'un DEA, c'est une année. Moi, j'ai fait mon DEA en France, de droit des affaires aussi comme vous,
eh ben, c'est 1 an. Bon, mais les circonstances étant ce qu'elles sont dans notre pays, un deuil de 9 ans, il faut dire franchement que, quelque part, est-ce que le sujet n'est pas... Heureusement que le sujet est resté d'actualité, hein, parce que c'est un sujet pratiquement doctrinal. Donc, professeur, je loue le courage de notre récipiendaire qui a décrit le mécanisme de l'hypothèque et, en second lieu, il a dégagé des insuffisances par rapport à la loi congolaise. Loi congolaise aujourd'hui qui est pratiquement sous la supranalité légale de l'OHADA. Et donc je peux dire que la loi OHADA est supranationale, mais la loi congolaise fait notamment aussi partie, parce que la loi congolaise reste aujourd'hui en complément à l'OHADA. Donc entendu que l'article 10, je vais vous demander d'abord, vous prenez déjà la première question, l'article 10 du traité de l'OHADA, le traité de Port-Louis, qui nous institue, qui nous donne les traités. Cet article 10, par rapport à votre travail, quelle est la place de l'article 10 du traité de l'OHADA par rapport à votre travail? Je vous en avais parlé un moment, hein, l'article 10 du traité, par rapport, donc, l'interaction entre la loi OHADA et la loi nationale. Par rapport à ce qui se fait, et ce qui se passe ailleurs, je parle par exemple de directives européennes. L'OHADA n'est pas sorti du néant. Au fait, l'OHADA est pratiquement créé sur base du droit français. C'est vrai que nous sommes dans la civilisation romano-germanique. C'est vrai, il y a la culture latine dans l'ensemble, mais au fait, pour nous, c'est le code napoléonien qui nous régit. Je veux, vous avez beaucoup cité l'article 33, livre 3 du Code civil congolais, mais au fait, nous sommes toujours dans la lignée du Code napoléonien, parce que nous n'avons rien changé. Nous avons réarticulé, mais nous n'avons rien changé. Alors, par rapport à l'article 10 du traité de l'OHADA, qu'en est-il par rapport à votre sujet? Vous pourrez faire peut-être un commentaire. Que dit l'article 10 du traité de l'OHADA? Et par rapport à votre sujet, qu'est-ce qui est relevé? Alors, professeur, j'ai lu qu'il a connu des difficultés dans ses recherches. J'ai lu votre travail. Vous avez beaucoup connu, parce que c'était une recherche basée sur les bibliothèques. Hein. Vous avez lu beaucoup vous avez cité la bibliothèque Wallonie-Bruxelles, vous avez cité la bibliothèque de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Bon, c'est vrai que vous étiez limité, vous avez rencontré des difficultés, vous avez dit. Bon, quel type de difficultés vous pourrez peut-être nous dire. Mais j'ai un peu regretté que vous n'ayez peut-être pas pu aller à la bibliothèque de la maison de l'Alliance française, à la première rue à Chebo, et puis là-bas à la Maison de France. Ils ont une bibliothèque bien fournie. Par rapport à votre sujet, ça pouvait vous donner des éléments de comparaison avec le droit français. Parce que je vu que vous avez beaucoup comparé le droit congolais par rapport à sa dépendance au droit OHADA. C'est vrai, c'est bien. Mais j'avais pensé peut-être que le droit français pouvait aussi être lu. Ça vous aurait encore donné peut-être beaucoup plus d'éléments. Mais ce n'est pas grave. J'ai vu que vous avez eu beaucoup de difficultés que vous relevez. Mais quel type de difficultés vous pourrez nous dire? Parce que si vous étiez peut-être parti de l'autre côté, vous aurez... C'est ce que je vais chuter là-bas, Monsieur le Président. Dans votre titre de legs ferenda, je suis resté un peu sur ma soif, excusez-moi, parce que si peut-être vous étiez parti de ce côté-là dans la bibliothèque française, vous aurez lu quelque chose sur l'anticrèse. L'anticrèse qui n'est pas prévu, qui n'a pas été récupéré par le droit OHADA. Malheureusement, c'est vrai, vous n'en parlez pas. Mais l'anticrèse, au fait, en résumé, moi j'ai travaillé sur l'anticrèse quand j'ai fait mon mémoire de DEA et de maîtrise de droit des affaires. C'était en 1995, en 1995, si je suis vieux moi aussi. Hein. C'était à l'université de Clermont-Ferrand en France. Et comme l'OHADA a été bâti presque sous le droit français, déjà je me disais, mais tiens, mais l'anticrèse, peut-être que l'OHADA pourra aller regarder un jour du côté de l'anticrèse, qui est aussi une sûreté plus malléable que l'hypothèque. L'anticrèse, au fait, c'est quoi? C'est que le créancier, comme la banque, ne prend de droit que sur l'usufruit et non sur la nue propriété. C'est simplement ça. C'est-à-dire les débiteurs, au lieu d'hypothéquer et la nue propriété et l'usufruit dans l'hypothèque, hein, vous comprenez, nous comprenons, je crois,
le banquier ne prend que l'usufruit. De sorte qu'en France, par exemple, si vous passez par l'anticrise comme une garantie bancaire, la banque vous laisse propriété de votre maison propriétaire, mais la banque ne prend que, par exemple, le flux de loyer. Donc la banque met en location la maison et les loyers sont pris en remboursement de votre... C'est vraiment intéressant parce que qu'est-ce qui arrive? Nous constatons que, par exemple, au Congo, il y a une banque ici, Procrédit de l'époque, qu'on appelle Equity. À un moment, cette banque a saisi beaucoup d'immeubles. Parce qu'ils ont rencontré des problèmes que tu as évoqués là. Et les créanciers, de cette banque n'arrivaient pas à recouvrer parce qu'ils étaient devant des mamans qui avaient pris des microcrédits qui n'arrivaient pas à rembourser. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? La banque était devenue pratiquement une agence immobilière. Ils ont même dû ouvrir une direction chargée de l'immobilier. Alors que ce n'est pas ça l'objet social d'une banque. Et quand j'ai discuté avec les banquiers, ils me disaient, mais Laurent, vous vous rendez compte, nous devons maintenant vendre des immeubles parce que les clients sont devenus insolvables. Et alors que ce n'est pas notre vocation. Alors je lui dis, mais pourquoi vous ne passez pas par l'anticrise? Ils disent, mais non, ce n'est pas prévu dans notre loi. Donc la banque prend les loyers et vous laisse la nue propriété. Et c'est plus tranquille et c'est plus sûr de recouvrer sa créance. Donc voilà, ça c'est une recherche que moi j'ai menée en 1995 dans mon travail de fin d'études de maîtrise droit des affaires en France. Et donc j'ai travaillé, le sujet c'était l'anticrise, garantie bancaire. Voilà. Donc comment l'anticrise pouvait être une meilleure garantie bancaire. Et je propose ça clairement. Dans le délégué Ferenda, par exemple, je me disais, est-ce que ça pouvait un jour rentrer? Mais nous sommes déjà dans l'OHADA. C'est au niveau maintenant de l'OHADA qu'il faut le proposer. Hein. Bon, donc par rapport au travail, je suis vraiment satisfait, Monsieur le Président. J'ai été un peu long, je suis pour le premier, je m'en excuse. Mais par rapport au droit comparé, je suis content, vous avez bien expliqué. Mais je propose, par rapport à votre travail, que l'anticrise, un jour, puisse rentrer dans la législation OHADA et par ricochet, la législation des affaires, des droits des affaires. Merci, Monsieur le Président de séance. La question qui m'est posée est celle-ci. Quelle est la place de l'article 10 dans le droit congolais? Du traité de l'OHADA par rapport à oui. Oui. L'article 10 est d'une importance capitale et quand le législateur du traité a dit envisager prendre des dispositions contenant dans cet article, c'était en connaissance des causes. C'était juste pour permettre à ce que les dispositions contenues dans les traités et dans ces suites qui sont des actes uniformes puissent être appliquées sans réserve selon l'objectif poursuivi par cette organisation-là internationale. Alors, peut-être que vous dites sans transposition dans la loi interne. Donc c'est l'applicabilité quoi? Immédiate. Immédiate. Il n'y a pas de transposition. On applique immédiatement. Très bien. Donc je pourrais aller au-delà de 5 minutes, mais ce qui est certain que je ne suis pas vraiment bavard. Je suis très bref. Et le travail va être examiné du point de vue de la forme et du fond. Je commence d'abord par la forme. Lorsque vous prenez l'affaire de garde, vous avez composition du jury, c'est déjà en majuscule et souligné. Vous ne pouvez pas attirer l'attention 2 fois sur un acte. Vous soulignez, vous mettez en gras, non. Et puis les noms des membres du jury. Je vois quelque part, il y a le prof qui venait de parler, Mabiala Laurent. Je pense que ça devait être Laurent Mabiala parce qu'il y a prénom et nom. Et par ailleurs, il y a Dekosago. Dekosago, il y en a combien chez le Bangwakala? Il y en a combien? Il faut dire Dekosago Palawele. Là, le nom n'est pas complet. Alors, donc, le problème, c'est quoi à ce niveau-là? Alors, l'épigraphe. Là, vous avez cité Sampoulou Yela, mais vous auriez pu en faire une note en bas de page. Parce que l'indication de l'auteur de la citation que vous épinglez,
suffisait seulement donner le nom, mais les précisions sur l'ouvrage dans lequel on trouve cette citation-là devaient aller en bas de page. Dédicace. La mémoire de mes parents, vous avez cité les parents qui sont décédés, paix à leurs âmes, mais vous dites également à la fin, mais aussi pour la pratique de l'amour fraternel. Vous avez un amour fraternel vis-à-vis des parents, ou bien les parents vous ont appris de cultiver l'amour fraternel entre vous, vos frères et sœurs. Bon, le reste là, j'ai vu, vous avez cité le nom de votre beau-fils, Kalombo Pamba, mon beau-fils. Bon, c'est une très bonne chose. Et votre propre fille, pourquoi vous ne la citez pas? Vous avez peut-être fait votre choix, là, ça importe peu. Principales abréviations. Dans les principales abréviations, il y a les acronymes, il y a les sigles des abréviations. Mais vous ne faites pas la distinction. Vous mettez tout. Donc il y a différence entre sigles, acronymes et abréviations. Il est vrai que toutes sont des abréviations. Mais il y en a qui se prononcent comme des noms, il y en a qui sont formés seulement des initiales, des mots qui composent l'abréviation. Il faut vraiment revoir cela à votre niveau, ce n'est pas normal. Je poursuis. Résumé de votre mémoire. Quelque part là, vous dites, paragraphe 3, notamment le manque de vigueur dans la rédaction des textes. Manque de vigueur ou de rigueur. Vigueur, c'est la force. Lorsque je lis votre travail, j'ai compris que vous reprochez au rédacteur des textes quelques incohérences. Vous avez dit par exemple domicile et puis habitation, ceci, cela. Donc là, c'est un problème de rigueur dans les textes. Ce n'est pas un problème de vigueur. Et comme si cela ne suffisait pas, le manque de détermination de l'ordre des créanciers inscrit concernant l'utilisation de ces deux modes nouveaux de réalisation de l'hypothèque. Là, vraiment, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ces lacunes nécessitent les suggestions de solutions pour y pallier. Suggestions de solutions pour y pallier. Les suggestions sont déjà des solutions. Suggère des solutions pour pallier. Pallier, c'est un verbe transitif direct. Ce n'est pas y pallier. On peut dire y remédier, là, c'est pas. Pallier, c'est transitif direct. Voilà donc quelques. Bon, il y en a toujours aussi. L'introduction, il y a la problématique du sujet. Ce n'est pas la problématique du sujet, c'est la problématique du travail. Le travail que vous avez entrepris pose quel problème? Ce n'est pas véritablement le sujet qui pose un problème, mais c'est le travail abattu. Y a-t-il un problème de droit qui se pose? Alors, l'opération de crédit est caractérisée par la réunion des deux facteurs, le temps et la confiance, pour qu'il y ait crédit. Pour qu'il y ait crédit. C'est le subjonctif. Contrairement à ce que le prof a dit, il y a quand même quelques petites erreurs d'inattention dans le texte. Vous auriez dû lire cela avant de déposer le texte. Qui a procédé à l'attribution judiciaire ou conventionnelle, qui va bénéficier du paiement, et les autres, que vont-ils devenir? Ça, c'est la première préoccupation que je suis. La première, je suis totalement d'accord. La formulation des résidences principales, domicile, je suis totalement d'accord. Là, vous avez raison. C'est mal rédigé, mais je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas été très attentif. Vous auriez dû présenter une formulation exacte, ce qui aurait été plus clair dans le texte. Les soulever, c'est bon, mais proposer une solution idoine, c'est possible. Et donc, vous parlez de ce créancier-là, hypothécaire, qui n'est pas suffisamment protégé lorsqu'il y a réalisation de l'immeuble, dans la mesure où le premier qui a procédé à l'attribution judiciaire conventionnelle s'est déjà désintéressé. Les autres, que deviennent-ils? Les autres, je pense que vous faites allusion aux autres créanciers hypothécaires. Si c'est le créancier ordinaire, ça ne pose aucun problème. Celui qui a plusieurs créanciers hypothécaires, dont les uns ont pratiqué l'attribution, les autres non. Alors ceux qui ont pratiqué l'attribution sont déjà payés. Quel est le sort des autres? Mais bon, je ne sais pas si la loi n'a pas prévu cela, mais je pense que dans la pratique, si on est devant une telle situation, qui a le produit de réalisation de l'immeuble et qui a plusieurs créanciers hypothécaires, je pense qu'on ne va pas prendre de l'argent seulement payé à un seul créancier, même s'il est le premier inscrit dans le registre foncier, mais on va à un moment donné procéder à la répartition au paiement au marque les francs, pour que chacun trouve quand même quelque chose. Est-ce que vous pensez que cela ne serait pas une solution lorsqu'il y a plusieurs créanciers hypothécaires qui sont en concours et que la répartition, plutôt la distribution du produit de vente ou de réalisation de l'immeuble hypothéqué soit faite au marque et le franc, c'est-à-dire proportionnellement à la créance de chacun?
Ah, c'est la première question. Je reprends. Vous avez dit qu'il est possible qu'il y ait plusieurs... Vous avez compris? Ok, alors si vous avez compris, c'est bon. Maintenant, la seconde question, parce que c'est la dernière. J'ai l'impression que dans votre travail, vous n'avez regardé que la situation d'un créancier hypothécaire vis-à-vis d'un débiteur, dans une situation normale. Mais il est possible que le débiteur qui a affecté son immeuble en garantie de paiement d'une créance soit commerçant et qu'il soit mis en position en ce qu'on appelle sous procédure de recouvrement, procédure collective de recouvrement de créances. C'est-à-dire qu'il est soit sous redressement judiciaire, il est soit sous liquidation de biens. Quelle est la situation? Comment s'opère la distribution des produits de vente en ce moment-là, lorsque le débiteur est sous procédure collective d'appurement du passif? Je pense que vous pouvez éprouver quelques difficultés pour répondre à ces questions, mais je peux déjà vous dire pourquoi je pose la question, parce que je me dis que la question que vous avez examinée, c'est une situation normale, où le débiteur est là, mais il devient solvable. Mais une autre question, et un autre problème qui peut se poser, le débiteur est là, mais il est sous procédure collective d'appurement du passif. Ce que nous appelions vulgairement à l'époque, il est en procédure de faillite. Comment cela va se passer? Cela est réglé par l'acte d'une forme portant organisation de procédures collectives et d'appurement du passif, que vous n'avez pas lu. Vous n'avez pas lu parce que lorsque j'ai parcouru le travail. Je vais commencer par la dernière question. La situation des débiteurs qui est en situation de la procédure collective d'appurement. Nous devons distinguer des périodes, des hypothèses. Si avant d'entamer la procédure de réalisation d'hypothèque, le débiteur n'a pas de problème, ou bien la procédure n'a pas été initiée, je pense bien que le problème ne se posera pas. Mais si en cours de la procédure de réalisation de l'hypothèque, les débiteurs prétendent pour empêcher la réalisation et certains créanciers se présentent et on ouvre la procédure collective pour l'appurement des créances. Là, il y a un problème parce qu'on pouvait penser que cette situation peut être comme une fraude. Parce que les créanciers sont protégés. Les créanciers qui peuvent être initiateurs à cette procédure-là peuvent être protégés par les produits de la vente de la saisie immobilière parce que la loi leur donne la possibilité dans l'hypothèque forcée légale. On parle de la masse des créanciers. On fait allusion aux créanciers qui sont constitués à un collectif pour attaquer un débiteur qui est en défaut de paiement. Alors, je crois bien qu'on a orienté notre recherche beaucoup plus principalement sur actes uniformes portant organisation de sûreté et nous n'avons pas tellement envisagé aborder cet aspect. Mais on a quand même une idée dans l'ensemble parce qu'on connaît que quand un débiteur est en difficulté, il se pose un problème même pour s'il y a des biens dans son patrimoine qui sont hypothéqués, il y a déjà un problème pour amorcer cette procédure-là de réalisation. Parce que ce sont les intérêts des créanciers dans l'ensemble qui doivent primer. Parce que il peut y avoir des créanciers qui ne sont pas hypothécaires, il peut y avoir des créanciers qui auraient fait sans une garantie quelconque. Tous doivent doivent bénéficier de la protection de la loi. Donc, le problème ne se pose vraiment pas, parce que déjà, la procédure collective est menée par un juge commissaire qui s'occupe de l'ensemble des créanciers. Donc,
comme vous l'avez dit bien, le problème de protection du créancier hypothécaire ne se pose plus. C'est suffisamment garanti par la procédure collective. À la première question, J'ai oublié ce que je vous n'avez pas noté? j'ai noté, mais il n'a pas terminé l'idée. Ah, donc, alors, comme ça, comme vous et moi nous avons oublié, on peut passer au J'ai lu, vous avez rédigé le mémoire avec une écriture très lisible, une écriture compréhensible, dans un français clair. Les notes de page sont très bien présentées. Mais là où s'accrochent un peu les épines, lorsque nous allons à la page 23, vous avez fait des affirmations que je n'ai pas très bien saisies, mais vous allez expliquer pour que je puisse comprendre davantage. Lorsque vous dites dans le résumé que par ailleurs, cet acte uniforme du 15 décembre 2010 a renforcé de façon significative le pouvoir du créancier hypothécaire. La question qui me vient à l'esprit, et je préfère vous la poser, quels sont les pouvoirs du créancier hypothécaire antérieur à l'adhésion de notre pays à l'OHADA et sous l'Empire? Je peux reprendre. Quels sont les pouvoirs du créancier hypothécaire antérieur à l'adhésion de notre pays à l'OHADA et sous l'empire de l'acte uniforme qui a renforcé justement le pouvoir des créanciers? Je veux comprendre cette nuance-là. Deuxième préoccupation, quelle est la conséquence du droit de gage général? La conséquence du droit de gage général. Et une petite question de curiosité, certainement. Le collègue Lokola en a parlé quand il a parlé de procédure collective d'apurement passif, qui suppose que l'ancienne faillite en droit congolais, il a parlé de ça, la faillite. Alors je veux savoir, la différence que vous faites un peu entre la faillite et l'insolvabilité, c'est quoi? Voilà le 15 décembre portant l'organisation de sûreté a renforcé de manière significative les pouvoirs du créancier hypothécaire. C'est ça ce que nous avons dit relever dans la première partie destinée à la destruction au fondement. Nous avons dit tout à l'heure qu'avant l'avènement des droits OHADA, en droit congolais, les créanciers, pour réaliser l'hypothèque au moment où sa créance est garantie, il n'avait qu'un seul pouvoir, parce que les termes pouvoir qui est utilisé ici ne peut pas prêter une confusion. C'est les droits, parce que quelque part dans le travail, au lieu d'utiliser les pouvoirs, j'ai utilisé les droits traditionnellement reconnus aux créanciers. Ces droits-là donnent la possibilité au créancier qui n'est pas payé à l'échéance de saisir l'immeuble. Ça, c'était avant l'avènement des droits OHADA, de saisir l'immeuble hypothéqué au fin de se faire payer sur le prix de la vente. Mais maintenant, quand le droit OHADA est venu, est entré d'application, maintenant, on a offert aux créanciers hypothécaires d'autres possibilités en dehors de ces droits-là traditionnels que nous appelons la saisie immobilière.
Mais maintenant, c'est ça, c'est la raison qui justifie l'utilisation de cette expression que l'acte uniforme a renforcé de manière significative les pouvoirs du créancier hypothécaire. Parmi les droits que le droit WADA a renforcés, nous pouvons citer l'attribution judiciaire, l'attribution conventionnelle qui est d'application par les pactes commissoires. C'est ça, c'est la justification de l'utilisation de cette citation-là. Maintenant, je passe à la deuxième question. Quelle est la conséquence du droit du cage général? En prenant la loi numéro 21/73, parfois je peux me tromper de chiffres, la loi appelée la loi foncière, c'est-à-dire la loi de 1973 qui a été modifiée par la loi de 1980. À son article 245, il n'y a pas risque de se tromper, je pense. En prenant l'article 235, on dit que les créanciers a comme garantie les cages générales. C'est cette expression-là qui parle des cages générales. Les cages générales, dans les termes juridiques, est compris comme une garantie minière, une garantie, une sécurité relative. C'est comme ça que d'autres doctrinaires appellent ça, la doyenne Nomba King appelle une garantie minière ou bien une sécurité relative de façon que ça ne protège pas suffisamment les créanciers. Parce que les créanciers viennent, d'abord il y a un problème de qualité des créanciers. Quand il y a un produit de la vente, ils sont payés aux marques, les francs, comme le professeur Locke vient de relever. Alors, chacun doit consentir à la perte et doit avoir les paiements partiels proportionnellement à la valeur de sa créance. Et personne ne peut avoir la totalité de son paiement. C'est ça la conséquence du droit du cage général. Alors, c'est ça la garantie aussi de tout créancier hypothécaire, parce que tout celui qui n'a pas le corps de préférence par rapport à la loi, il doit se contenter de ce cage général comme une garantie de sa créance, c'est-à-dire les biens présents et à venir du débiteur constituent ce qu'on appelle le cage général. Alors, je passe à la dernière question, la différence entre la faillite et l'insolvabilité. Je pense que nous avons longuement parlé de ça et les professeurs locaux. Monsieur le Président, tout à fait. Je pense plutôt que je ne suis pas satisfait. Lorsque je pose la question de Par rapport à la dernière question, la différence entre la faillite et l'insolvabilité. Les professeurs locaux a relevé pourquoi j'ai consacré beaucoup de pages, jusqu'à 16, à l'état de... Nous répondu à cette question en définissant certains termes. Parmi les termes que j'ai définis, il y a l'insolvabilité, mais je n'ai pas invoqué le terme faillite. La différence qui est là, la faillite est envisagée quand le débiteur est en état de cessation de paiement de ses créances. C'est-à-dire il est dans l'incapacité de payer ses débités, d'honorer ses engagements, qu'à ce moment-là, on peut décréter cette procédure-là de faillite. Mais à ce qui concerne l'insolvabilité, c'est-à-dire on a pris ces termes d'une manière courante, qui signifie la défaillance d'un débiteur qui a contracté une dette, mais qui a donné une échéance quelconque, mais il arrive, au terme de cette échéance-là, il n'arrive pas à payer. À ce moment-là, c'est ça, les débiteurs-là qu'on appelle insolvables, qui est insolvable. Merci. Vous comprenez qu'il n'y a pas d'électricité
il fallait que nous puissions avoir des documents authentiques à signer. C'est ce qui a fait prendre du temps. Procès verbal de délibération. L'an 2024, les 18e jours du mois de mai, s'est tenue la séance de défense des mémoires des déesses de l'apprenant Mbouinyama du département des droits économiques et social, promotion 2015-2017. Les jurys, constitués par décision rectorale numéro 0122 unique bar R bar 2024 du 9 avril 2024, composé de membres effectifs: professeur Mtumba Musuka, professeur Niembo Tapakanya, professeur Bakandesha Wampungu, professeur Mabiala Laurent, professeur Kifabala Tekilazaya, membre suppléant, professeur Loko Omadikunju et professeur Dekosako. Après délibération à huis clos, pris la décision suivante. Monsieur Mbouinyama a réussi avec la mention la plus grande distinction, soit 90%. Cette note sera intégrée à la note finale de l'évaluation. Signé professeur Mtumba Musuka, président, professeur Loko Madikundu, secrétaire, professeur Bakande Jawampungu, membre effectif, professeur Mabiala Laurent, membre effectif, professeur Dekosako Palawele, membre effectif. Les jurys vous remercient. Ça va? Voilà.